quand vous écrivez « Penser l'humain au temps de l'homme augmenté », qui est en position dominante? Est-ce le prêtre? Ou alors le philosophe dont vous dites qu'il est comme embarqué dans l'aventure de l'éthique? Ou bien est-ce le chercheur? Les personnes avec lesquelles nous travaillons dans le monde scientifique, les biotechnologistes ou les responsables d'intelligence artificielle, qui nous appellent pour faire de l'éthique avec eux, ils nous nomment des philosophes embarqués. Nous trouvons en fait cette expression très belle parce que ça veut dire que nous allons faire de l'éthique, mais embarqués dans une aventure technologique passionnante, et que l'éthique n'est pas quelque chose d'à côté, du dedans plutôt, d'une recherche qui comporte des volets technologiques et des volets éthiques. Et en ce sens-là, nous aimons bien cette expression de philosophes embarqués dans l'aventure et de personnes qui construisent une éthique avec et en discussion avec les scientifiques eux-mêmes. Ça veut dire bien sûr que le chercheur scientifique, que je suis aussi, il est motivé pour comprendre la recherche scientifique des biotechnologistes en particulier avec lesquels nous travaillons. Mais le prêtre et le théologien sont là, bien sûr, pour apporter d'une certaine manière à la construction de cette éthique des éléments clés de grandes traditions, notamment anthropologiques, sur qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que l'humain, comment respecter l'homme, comment respecter le plus petit, comment ces technosciences vont servir à la cause commune, le bien commun, y compris pour les plus petits, ou bien pas, hein, et comment elles vont respecter tout l'homme et tout homme. Là, c'est le théologien, le prêtre et l'éducateur aussi, je crois, qui sont en jeu. Alors cette expression de philosophe embarqué, c'est une reconnaissance en fait des scientifiques qui admet que vous avez quelque chose à dire. Ça a été long, mais aujourd'hui, un bon nombre de technologues et de scientifiques savent bien que pour que leurs inventions, leurs innovations puissent passer dans la société, on ne peut pas faire fi de l'analyse de l'impact, notamment éthique, des innovations en question. Et puis petit à petit, nous nous apprivoisons, c'est ça qui est très intéressant et que je relate dans le livre, parce que les scientifiques à qui on donne suffisamment d'outils pour co-construire avec nous l'argumentaire éthique se prennent au jeu, eux-mêmes ont des convictions et n'ont pas du tout envie de faire n'importe quoi, la plupart d'entre eux en tout cas, hein, même si les courants transhumanistes, je sais bien que ça existe aussi. Et donc, quelque part, nous sommes comme au début rendus obligatoires pour que les innovations puissent bien passer dans le grand public, mais en fait, petit à petit, c'est un vrai travail en équipe qui se co-construit, et c'est ça qui est passionnant. En ce sens-là, l'expression philosophe embarqué est très belle, et petit à petit, le nombre de questions sur la philosophie, mais aussi la théologie et l'anthropologie, va croissant. Et ça, c'est plutôt bon signe. Il y a même des moments où les philosophes embarqués que nous sommes se taisent parce que les technologues causent entre eux de questions d'éthique et essayent de trouver entre eux quel est le bien commun qu'ils veulent construire, y compris en intégrant l'éthique. Nous croyons qu'une performance technologique, elle doit aller de pair avec une performance éthique de l'intérieur de la conception des technologies, et non pas comme un à côté, et surtout pas comme un alibi. Donc c'est une bonne nouvelle, nous avons des technologues qui se préoccupent d'éthique. Alors on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus, bien sûr, mais les personnes avec lesquelles nous travaillons, je suis témoin, lié aussi au fait qu'il faut que nous puissions être audibles, comme philosophes embarqués, si je puis dire, et comme théologiens, par ces personnes-là, quelles que soient leurs options personnelles. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette à disposition qu'est-ce que c'est l'éthique, comment on construit un argumentaire éthique, que nous puissions former, à minima en tout cas, les scientifiques à l'éthique pour qu'eux puissent se sentir suffisamment à l'aise pour entrer dans la discussion. Et ça aussi, c'est une manière pour nous de changer nos pédagogies d'approche. L'apprivoisement, il se fait dans les deux sens. C'est une expérience humaine en plus extrêmement forte pour, me semble-t-il, le service de la société. En fait, ce qui est en débat, c'est le vivant, c'est l'humain. Et notamment, si ce n'est la menace, moins le risque que peut faire peser pour le vivant et encore plus pour l'humain, ce que vous appelez les technosciences. Alors, qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce que l'humain? Alors, ces technosciences sont appliquées en effet, par exemple, pour réparer des maladies qui ont causé beaucoup de dégâts chez l'humain en particulier. Mais vous savez comme moi que ces technosciences, et ça c'est magnifique la plupart du temps, et c'est un devoir même d'utiliser ces technosciences et de le développer pour réparer tout ce qui peut être réparable dans l'humain.
Mais vous savez aussi comme moi qu'on peut utiliser les mêmes technosciences pour augmenter, c'est la fameuse problématique de l'homme augmenté, et parfois jusqu'au transhumanisme, avec tous les fantasmes que cela peut générer. Donc la question se pose dans l'utilisation des technosciences, ça veut dire quoi? Respecter le vivant, et parmi les vivants, respecter l'humain dans sa spécificité. Alors, nous montrons avec le biologiste, et c'est ça l'intérêt le plus grand, si nous arrivons en disant ben voilà ce que la théologie chrétienne dit de l'humain, et c'est ça qu'il faut appliquer, certains vont nous dire mais oui, si vous êtes chrétien, ça va bien, mais moi je ne le suis pas, alors ce que vous dites, voilà, ça ne me touche pas. Ou bien alors, est-ce qu'on regarde ce que le biologiste, et on a plein de biologistes qui travaillent avec nous, qu'est-ce que le biologiste dans sa démarche est en train de dire du vivant et de l'humain dans sa spécificité? Le biologiste est en train de montrer, ça c'est une nouveauté d'une vingtaine d'années, ce n'est pas très vieux, que si on veut être un bon biologiste, il faut prendre en compte les interactions biologie-psychisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le biologiste, jusqu'à présent, il s'intéressait essentiellement aux fonctionnalités du vivant. Comment elle marche, la machine vivante, et la machine humaine, s'il s'agit d'un humain. Il s'aperçoit que non seulement les fonctionnalités du vivant ont une influence sur le comportement du vivant, sur le vécu du vivant, sur le vécu de l'homme, mais qu'en retour, et c'est ça la nouveauté, le vécu de l'homme influence les fonctionnalités du vivant. Alors le psychologue le sait depuis longtemps, on appelle ça le psychosomatique, mais le biologiste le découvre depuis peu de temps. C'est par exemple le domaine de l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? Il y a une vingtaine d'années, on disait encore, tout est génétique. C'est-à-dire que le moteur, les gènes dans le génome programment l'évolution des cellules, tout est génétique. Puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'environnement joue un rôle sur l'expression des gènes. Il ne modifie pas les gènes en tant que tels, mais leur expression. Et l'expression, c'est très important, parce que s'ils ne s'expriment pas, s'ils restent muets, ces gènes, eh bien, ils ne produisent pas ce pourquoi ils sont faits. Et l'environnement, il est constitué d'un environnement biologique, mais il est aussi constitué de l'environnement psychique. Par exemple, vous voyez comment l'expression des gènes d'un fœtus porté par sa maman, dans le ventre de sa maman, est aussi fonction de l'état de stress ou de repos de la maman. Par exemple, vous voyez, c'est la traduction en plasticité cérébrale, comment à force de volonté, de confiance, d'apprentissage, donc de psychisme, on est capable de remodeler des éléments de notre cerveau, des synapses, c'est-à-dire des jonctions entre les neurones. On est capable, par exemple, d'aider des personnes qui avaient perdu l'utilisation d'un membre parce qu'ils avaient eu un AVC ou une rupture à l'intérieur d'un circuit neuronal, et on utilise un autre circuit du cerveau qui n'était pas fait pour cette fonction-là, qui va réapprendre cette fonction en se modifiant lui-même, et qui va permettre de récupérer la dite fonction. Ça veut dire qu'il y a un effet de la volonté, du psychisme, de la confiance sur la biologie elle-même. Autrement dit, le biologiste montre que fonctionnalité biologique, psychisme, et il montre aussi que méditation, par exemple, donc dimension spirituelle pour l'être humain, qui est sa spécificité à l'être humain, interagissent dans les deux sens. On montre par exemple que des moines en méditation régulière remodèlent une partie de leur cerveau, et d'ailleurs un certain nombre de médecins préconisent la méditation comme quelque chose d'important lorsqu'il y a eu des problèmes liés au cerveau, pour remodeler, pour réouvrir, pour... Alors on balbutie dans qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais ce qui est très important, c'est que le biologiste lui-même, s'il veut être un très bon biologiste, il faut qu'il prenne en compte les interactions biologie, psychisme, spirituel. Et du coup, lorsque on lui parle de l'anthropologie, par exemple de Saint Paul et de Saint Irénée dans la grande tradition judéo-chrétienne, enfin chrétienne essentiellement en tout cas en ce qui nous concerne là, pour Jésus et pour Saint Paul et pour Saint Irénée, corps, âme, esprit. Qu'est-ce que l'homme, disait Saint Irénée au IIe siècle? Oui, il y a la chair, il parle même de la chair et du corps. Aujourd'hui, on dira la biologie qui est à l'intérieur de la chair et du corps, si je puis dire. L'âme, oui. L'esprit, oui. Et il dit ce qui fait l'humain, c'est le mélange et l'union de ces trois dimensions. Mais aujourd'hui, le biologiste, il peut constater la pertinence de cette vision de l'humain sur son propre terrain, sans se prendre pour un anthropologue, mais du coup, il va être très
attentif, s'il veut respecter l'humain, s'il veut respecter le vivant, s'il veut respecter l'humain, il va être très attentif à ce que ces technosciences permettent l'harmonie corps-âme-esprit, favorisent l'harmonie corps-âme-esprit, et non pas se fondent uniquement sur des performances biologiques dont on sait qu'elles ne donnent pas le bonheur complet. Je cite souvent l'expérience de Pistorius, ce coureur sud-africain, à qui on a mis des jambes artificielles, et ça lui a fait évidemment le plus grand bien au sens qu'il est devenu socialement reconnu, qu'il a gagné des courses, c'est formidable, mais on voit bien que ce n'était pas suffisant puisque malheureusement il a tué sa compagne. Autrement dit, quand il n'y a pas d'équilibre corps-âme-esprit dans les environnements, et bien souvent il y a un déséquilibre qui se manifeste par des chutes de l'humain d'une certaine manière. Si on veut respecter l'humain, il faut respecter cette harmonie. C'est ce que, à sa manière, le biologiste découvre. C'est une toile de fond très importante pour l'éthique des technosciences appliquées à l'homme aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur la science et la technoscience. Quelle est la différence entre ce terme de science et de technoscience ? La technique a toujours précédé dans l'histoire de l'humanité les sciences. Nos ancêtres, quand ils taillaient des silex, n'avaient pas besoin de connaître les grandes lois de la science pour le faire, et c'était très utile. Mais nous sommes habitués depuis, je dirais, la science expérimentale depuis Galilée, et en particulier le 19e siècle, à voir la technique. Bien sûr, il faut des techniques pour faire des sciences expérimentales, mais surtout avoir les techniques comme le prolongement des sciences. Les sciences ont trouvé quelque chose, et leur prolongement, c'est une technologie, aujourd'hui on dira. Dans les technosciences, c'est un nouveau couplage entre technologie et science. Pour faire des sciences, il faut produire grâce à des technologies. Donc on va par exemple produire un vivant artificiel, un morceau de vivant artificiel grâce aux technologies, et on va étudier les mécanismes du vivant sur une production technologique. Donc il y a un nouveau couplage entre science et technologie. Et quelque part, produire, c'est la condition pour connaître. Alors, vous voyez, derrière, la mentalité, c'est tout autre chose que la science gratuite au niveau de la connaissance. Et évidemment, c'est un couplage des scientifiques avec les technologues et ceux qui possèdent les technologies qui changent radicalement la manière de faire des sciences. Votre engagement donc, dans l'éthique, est-ce que ça ne pose pas la question du rapport entre savoir, connaître, et surtout, pour connaître, ne faut-il pas avoir une certaine qualité d'être, justement ? Alors ça, c'est une énorme question. C'est quoi la connaissance ? Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les grandes questions de société, la connaissance purement scientifique d'un phénomène est importante, elle reste très importante, je le dis, mais pas suffisante. Pas suffisante. Et on voit bien aussi, ça c'est plus général, que si on veut être un bon gestionnaire, il ne suffit pas, ça fait longtemps qu'on le sait, d'être bardé de diplômes de gestion. On voit bien qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, qu'il y a d'autres formes d'intelligence. Alors, on fait aujourd'hui beaucoup d'efforts en pédagogie pour ouvrir nos étudiants et nous ouvrir nous-mêmes à différentes formes d'intelligence. Intelligence rationnelle, oui, bien sûr, mais aussi intelligence émotionnelle, grâce à l'introduction de l'art, intelligence, intuition, par exemple, qui n'ont souvent pas été bien reconnues. Bon. La théologie, l'amour, la pratique de la charité, la bienveillance, ce sont des valeurs qui ne sont pas simplement purement individuelles, mais qui ouvrent le regard. Moi, je suis frappé de voir comment, par exemple, des grands scientifiques qui ont vécu une expérience humaine parfois difficile, de souffrance, qui en ont été bouleversés, et qui ont fait une expérience psychique et spirituelle parfois très forte à l'intérieur d'un moment très difficile, ils ne peuvent pas faire de la science de la même manière. Je suis frappé aussi de voir par exemple un Jean Vanier, grand philosophe. Mais quand il nous parle de l'humain, ce grand philosophe, il ne nous en parle pas simplement à partir de ses connaissances philosophiques acquises après de longs diplômes. Il nous en parle avec ses connaissances philosophiques revues à partir de sa fréquentation régulière de personnes handicapées, physiques, moteurs, cérébrales, à partir d'une expérience qui lui donne une intelligence de la vie, du vivant et de tout être humain
qui lui donne en particulier une intelligence de qu'est-ce que c'est la dignité de l'être humain, qui fait sauter des cadres parfois si rigides, et avec les technosciences, un cadre bien connu. Tant qu'on peut réparer les fonctionnalités de l'humain par les technosciences, la vie vaut le coup d'être vécue. Quand on ne peut plus les réparer, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Ben, Jean Vanier dit, mais non, vous n'avez rien compris à la vie. Il y a des gens qui en effet ont des fonctionnalités très handicapées, de naissance ou à l'issue d'un accident, et qui sont des vivants, pleinement vivants. Ils nous ouvrent l'intelligence. Bien sûr qu'il va falloir continuer de lutter contre les maladies, contre le handicap, et si les technosciences peuvent y servir, c'est magnifique, et il ne faut pas s'en priver. Mais ce n'est pas le fin du fin, ce n'est pas le dernier mot dans qu'est-ce que c'est le vivant et qu'est-ce que c'est l'homme. Personnellement, j'ai eu l'expérience qui m'a bouleversé et qui est pour beaucoup dans la vision que j'essaye de décrire dans mon livre. L'expérience de l'accompagnement des soins palliatifs en travaillant avec des personnels des soins palliatifs qui accompagnent des personnes en fin de vie et qui les accompagnent au niveau corporel, au niveau psychique et au niveau spirituel. Évidemment, au niveau corporel et biologique, on ne cherche pas la performance biologique, on cherche à soulager la souffrance. C'est déjà pas mal. Et là vivent les technosciences qui permettent de soulager la souffrance, la douleur physique exactement. Dans l'accompagnement psychologique, on cherche à soulager la souffrance psychologique, psychique. Dans l'accompagnement spirituel, de même, et à trouver du sens. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, pas toujours, mais très souvent, quand les trois accompagnements se vivent de manière bien concertée, l'accompagnement biologique contre la douleur, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement spirituel, eh bien les personnes parfois sont vivantes d'une vie extraordinaire jusqu'au dernier souffle, même si elles sont fortement handicapées par leur maladie. Et quand vous êtes témoin de ça, vous voyez qu'il y a une intelligence de l'être, oui, pour reprendre votre expression, une intelligence de qu'est-ce que c'est l'homme, que les grandes traditions philosophiques ne contredisent pas, mais qui les élargissent. Et ça, je pense que c'est l'attention à l'humain, la bienveillance à l'humain, la charité dans le sens très fort de ce mot, c'est-à-dire vraiment l'amour agapé, hein, c'est pas péjoratif du tout, c'est un sens magnifique, qui ouvre le regard, qui va bien plus loin qu'une simple intelligence livresque, aussi documentée soit-elle. Alors, pour conclure provisoirement notre entretien, est-ce que je pourrais dire, est-ce que nous pourrions dire de vous que face à cet enjeu, face à ces risques aussi, est-ce que vous n'avez pas eu une bienveillance vigilante vis-à-vis effectivement de cette connaissance, cette science, cette technoscience de l'être humain? Alors je pense que ces sciences et ces technologies, c'est une aventure extraordinaire qui nous disent quelque chose de l'humain, bien entendu. Et je suis en particulier, et je le souligne dans mon bouquin, particulièrement intéressé quand je vois comment les biologistes d'aujourd'hui nous parlent de la vulnérabilité de tout être humain. Ils nous disent que, et de tout vivant d'ailleurs, ils nous disent que pour qu'un vivant soit vraiment vivant, il faut qu'il soit dans une dynamique d'interaction entre robustesse et vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il soit bien toujours le même, qu'il ne se délite pas, mais aussi qu'il soit suffisamment vulnérable, c'est-à-dire qu'il soit marqué par l'extérieur, par l'environnement, qu'il se transforme grâce à sa vulnérabilité. Vous savez, c'est souvent par les points faibles qu'on se transforme. Il y a une certaine porosité, en fait. Une certaine porosité, une transformation qui fait que je vais pouvoir, par exemple, m'adapter à l'évolution, je vais pouvoir m'adapter à un changement d'environnement. Un rigide ne s'adapte pas à un robuste, uniquement robuste. Un cyborg inoxydable, comme je dis souvent, ne s'adapte pas à un changement d'environnement. Alors que quelqu'un qui introduit robustesse et vulnérabilité va lui-même. Donc il y a une place pour le plus petit, le plus vulnérable, parfois même le plus insignifiant. Et regardez, dans les relations humaines, est-ce que vous ne retrouvez pas la même chose? C'est parfois la remarque d'un enfant, d'un petit dont on ne serait pas allé faire l'interview comme vous êtes en train de me le faire ici. C'est parfois ces gens-là qui nous donnent l'ouverture, qui nous donnent la pichenette qui fait qu'on va sortir de nos cadres trop rigides, et ça reprend quelque chose qui est essentiel dans l'Évangile.
et qui m'a toujours marqué et qui me travaille, et vous comprendrez pourquoi. Jésus disant « Père, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. » Je pense qu'on peut être sage, savant, mais si on est sage, savant et tout petit, notre sagesse et notre connaissance va prendre une ampleur considérable à partir de la reconnaissance de nos lieux de faiblesse, de petitesse et du coup d'ouverture. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, et vraiment pour conclure, j'aimerais avoir votre sentiment, est-ce qu'on peut dire que cette insignifiante est signifiante? Cet insignifiant, il est justement signifiant de quelque chose de très fort dans l'humain. L'humain, il est fait pour... Il est peut-être programmé et déterminé génétiquement dans toute l'histoire de l'évolution, pour une grande partie, mais on nous montre aujourd'hui qu'il est programmé pour apprendre. Il a une capacité extraordinaire. Quand il arrive au monde, il n'a que 25% de son cerveau qui est déployé, et c'est l'apprentissage, le vécu, le biologie, le psychisme et le spirituel qui vont le faire advenir. Et souvent, il advient à partir justement de son ouverture et du fait qu'il ne capte pas ce qu'on lui donne pour le garder pour lui, qu'il est toujours ouvert à accueillir justement la vie. Comment voulez-vous vivre pleinement si vous n'accueillez pas d'abord la vie? Or, si dans les technosciences je capte la vie, si je la fabrique à mon image, je ne vais plus l'accueillir. Et du coup, lorsque l'humain n'accueille plus ce qui lui est donné, il ne peut plus vivre sa vulnérabilité, de se laisser toucher par l'extérieur, et du coup il fait un monde à sa propre image, et ça c'est ce que la Bible nous dit depuis très longtemps, et en particulier l'épisode de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En mangeant le fruit, en fait, on pense qu'on est autosuffisant, on ne peut plus accueillir. Le sage et le savant, s'il n'accueille pas le plus petit, s'il n'accueille pas le vivant en lui, eh bien, il devient un sage et un savant autoconstruit. Tôt ou tard, il devient une véritable idole, et cette idole, elle va s'effondrer, elle n'apporte plus rien, aussi doué soit-il. Alors, il y a cette formule, cette phrase de l'Évangile, « Béni sois-tu, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants ». Est-ce que ça peut être, là encore, si c'est une conclusion, du moins une ouverture? C'est une ouverture, et y compris, et en même temps un travail intérieur provoquant de tous les instants, y compris pour le sage et le savant. Il ne faut pas la prendre de manière binaire, cette phrase. Bien sûr que les sages et les savants, ils ont toute leur place, comme un certain Nicodème, d'ailleurs, avec lequel Jésus parle. Mais Jésus est en train de lui faire comprendre à Nicodème que s'il veut vraiment connaître ce qu'il cherche, parce que Nicodème est un homme très sympathique qui cherche Dieu, il faut qu'il ouvre les portes, il faut qu'il l'accueille, il faut qu'il renaisse à l'esprit. Et cette transformation de l'intelligence, elle n'est pas un manque de liberté, elle est au contraire une ouverture extraordinaire à mieux voir, à voir plus large, plus grand, plus bienveillant, avec plus d'amour finalement. C'est ce que notre monde attend, me semble-t-il. Thierry Malien, merci et à bientôt. À bientôt.